Salut la compagnie, nous y voilà, premier playset de la gamme Origins 2021. Celui-là, je l'ai reçu début juin, le 4 juin 2021. Le fameux Castle Grayskull. Pas mal de choses à dire, pas mal de choses à voir. Ça va être une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Mais je vais essayer d'être court, clair et concis. Hop. Alors, que dire? Je crois que j'ai déjà passé en revue cette magnifique illustration qui nous rappelle clairement, là on a un pied encore une fois dans le passé, on rend hommage à l'art qui avait été réalisé par Rudy Obrero. Hein, et ça nous fait plaisir. Hein. Ok, il y a ces personnages-là qu'on ne connaît pas. Skeleton Warriors. On annonce un Triclops, Ramman évidemment. Le Skeletor, voilà, les Némésis en plein combat devant l'entrée du château des ombres. Alors là, il y a une différence spéciale, hein, c'est que à l'époque, on le sait, hein, de toute façon vous voyez l'image que j'incorpore, c'est Skeletor qui se trouvait à l'entrée du Joe Bridge, la mâchoire pont-levis. D'accord. Cette particularité a une raison qui est, il faut vraiment remonter à l'histoire du Château des Ombres. En gros, lorsque l'illustrateur a eu des informations sur le Château des Ombres, on n'avait pas d'alignement. Du coup, il ne savait pas si c'était un château, il pouvait pas deviner que c'était un château dédié aux forces du bien. Voilà. Et vu le look, en fait, il l'a attribué par Skeletor, il a mis Skeletor à l'intérieur. Voilà. On ne lui a pas fait refaire cette illustration. Voilà. Je parle de Rudy Obrero, évidemment. Ici, donc, Merman, alors là, vous voyez, Wave 3, vague, troisième vague, en fait, deuxième vague, première vague. On nous montre, en fait, des personnages qui sont déjà sortis, et en combat, ou avec des personnages à venir, comme Stratos, avec cette orbe qui ne sera finalement pas réalisée dans la gamme Origins. Ici, on va avoir 3 Jet Sled ou War Sled, hein, ça va dépendre de l'alignement encore une fois. Mais on a l'impression qu'il y a des touches vertes, donc voilà, plutôt des Jet Sled. Le fameux Zodak qui vient juste de sortir, qui accompagne le château en fait, en quelque sorte. Une sorcière, tout de blanche vêtue. Et on nous précise que cette sorcière-là est incluse. Une édition spéciale, Sorceress, en top. Le logo maître de l'univers est en relief, hein, imprimé avec un effet relief, hein, je l'ai déjà montré. Et également, il possède une touche vernis sélectif. On peut voir aussi le drapeau. On peut en parler en détail. Non, pas mal de choses. Là, c'est vraiment du sérieux cette illustration. À date, là, c'était c'était à date la plus belle réalisée. Hein. Alors ici, sur le côté supérieur, on va voir. Alors, faut pas que je passe trop rapidement puisque je vais également vous montrer en comparaison les photos que j'ai réalisées moi-même, qui sont des reshoots du château, de celle de l'illustration du château vintage en fait. Voilà, j'ai tout refait avec un certain Lanas qui m'a assisté. Parce que c'est important d'avoir un assistant quand on fait des photos comme ça. Mais globalement, là vous pouvez le voir, ils ont refait plus ou moins les mêmes photos dans le même style. Sauf que là, comme pour le château vintage, ils utilisaient des figurines, on peut le voir, hein, des figurines prototypes. Alors que moi, sur mes photos, c'était pas le cas. Il y a juste cet élément en plus. On se demande ce que c'est. On verra peut-être à l'intérieur. Il est scellé par ici. Hop. Là, on peut voir Battlecat et Panther. Une planète qui dispose d'anneaux. À l'arrière, on va observer l'arrière-après. D'abord, ici, donc là, on va retrouver Fisto, une créature qu'on ne connaît pas. Des ptérosaures. Alors attention, les ptérosaures ne sont pas des dinosaures, mais des reptiles volants, chevauchés par des cavaliers, ou enfin, cavaliers, non, c'est pas vraiment le terme,
mais des créatures qu'on ne connaît pas non plus, des alliés de Skeletor, évidemment. Hop, le dessous. Ah, je l'ai mis à l'envers ce coup-ci. Bon, on n'a rien de spécial en plus, hein, c'est vraiment... On se balade un peu à l'intérieur. C'est le château, encore une fois, une illustration du château ouvert, cette fois-ci, avec tout ce qu'il contient. Donc on va retrouver cet élément en plus, ce rack. Voilà. Allez, j'ai promis l'extérieur. Le revers. Donc on l'avait vu dans la vidéo dédiée à la vague 3. On nous présente, voilà, la gamme maître de l'univers Origins, avec les personnages, toujours en prototype, les noms des personnages. Ça aurait été sympa d'avoir cette boîte-là en français, quand même. Zodak en haut, qui est tout juste de sortir. Du coup, bah, on pourrait se dire, tiens, ils auraient pu mettre Roboto, mais non. She-Ra, absente aussi. Ouais. Par contre, Merman est bien là. Merman et Zodak de la vague 3. C'est pareil pour les Battle Armor, ils ne sont pas là. Alors que Panther, lui, figure en bonne place. Et il porte même son nom. Alors moi, du coup, j'avais reçu cette boîte sans carton extérieur. Et puis, j'ai été pressé une fois encore. Et c'était pas une bêtise, mais voilà, j'ai commandé sur Amazon pour l'avoir vite. J'ai payé une centaine d'euros. Alors que si j'attendais un an de plus, je l'aurais payé 50. Et 2 ans, je l'aurais payé 30. Bref, et j'avais un autocollant qui était collé ici. Alors j'avais un autocollant juste ici. J'étais vraiment dégoûté du truc. Au final, j'ai quand même décidé de l'ouvrir. Et puis tout étant en bon état, j'ai pu retirer l'autocollant très facilement, sans aucune trace. Du coup, je le garde. Mais ça me gêne pas parce qu'en fait, moi, j'aime bien que mes boîtes aient un peu de vécu. Voilà, comme celle-ci, par exemple. Ouais, moi, ça me gêne pas. Alors évidemment, moi, je l'ai déjà ouvert. Mais je vais vous montrer une astuce comme... Je reçois pas mal de messages pour mes astuces. Et je vais vous montrer comment refermer proprement. Ça tient, il n'y a pas de scotch. Et mon astuce, l'astuce du jour, l'astuce Grayskull, c'est ça. Tadam. Du Velcro. Pour refermer vos cartons. Alors on les achète dans les magasins cheap. On les met l'un contre l'autre pour qu'ils soient déjà bien en face. Et on n'a plus qu'à retirer les protections afin de les coller. Voilà. Très simple à faire et ça coûte que quelques centimes. À l'intérieur, on va retrouver le château. Du coup, là, je vais me repositionner dans l'autre sens. Et puis on va regarder ça. Alors moi, j'ai tout gardé normalement. J'ai pris les plastiques et tout ça. On a déjà des... Ah. Pardon. On a déjà des close-up, des gros plans. J'arrête de parler anglais. Alors ce carton-là, en fait, il se situe vraiment devant. C'est pour éviter que les éléments les plus durs viennent frotter, voire percer le carton, tout simplement. Ça aurait été bien d'avoir 3 mains ou un assistant, une assistante. Et voilà notre château. Très beau. Ce carton-là se déplie. Moi, effectivement, j'ai coupé les scotch. À l'intérieur, il n'y a plus grand-chose. Alors, je vais replacer ça, je ne vais pas trop m'embêter. On va mettre ça comme ça. Ce carton, je le retire aussi. Je vais redresser. Et normalement, voilà, à l'intérieur, tout est. Alors du coup, ouais, j'aurais peut-être dû mettre un sol blanc, hein, je m'en rends compte. Mais j'avais craqué, puisque là, on retrouve le fameux, je sais plus comment on appelle ça, Dwell of Soul. Là. Hop, intérieur, extérieur. Bon, alors tout de suite, on voit qu'on est sur un produit de très très bonne facture. Du plastique
Voilà, on voit, c'est le premier truc qu'on vérifie, qui est différent du Château des Ombres vintage. On avait un plastique beaucoup plus, qui résonnait un petit peu, beaucoup plus cassant. Là, on est sur quelque chose de souple. Et on peut y voir une caractéristique étonnante, d'ailleurs. Et j'en avais parlé à l'époque, on en parlait tous, hein, et certaines personnes pensaient que c'était un défaut. Alors je parle bien de ces petites inclusions à l'intérieur. En fait, il s'agit d'une partie de plastique recyclé que Mattel pratiquait dans ses jouets depuis Jurassic World 2. Alors je sais plus c'est quelle année, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Universal a relancé la franchise, on en voit un beau là, a relancé la franchise Jurassic World, pour le premier opus, ils ont confié leur production de jouets à Hasbro. Et Hasbro a chié dans la colle méchamment. Les jouets au Jurassic World ont bénéficié d'une gamme de jouets absolument ridicule. Ils n'ont pas adhéré au délire dinosaure en fait. Et donc on a eu des dinos vraiment pas terribles. Et puis derrière ça, il n'y avait pas de figurines ou autre chose. Pour Jurassic World 2, Mattel était, enfin pardon, Universal était vraiment pas content de ça parce que c'est une importante part de marché qu'ils ont raté. Et du coup, ils ont confié la production des jouets Jurassic World 2 à Mattel. Et c'est à ce moment-là que Mattel ont pris très au sérieux le marché dinosaure en fait. On réalisé des super dinosaures puisque c'est une gamme qui dure encore maintenant, plusieurs années après Jurassic World 3. Donc, ouais, ils ont pris ça très au sérieux et ça marche très bien. La particularité, c'est que voilà, dans leur plastique, ils ont mis des petits éclats, des copeaux de plastique recyclés, ce qui donne un effet de profondeur, un effet, et ça s'accorde très bien aussi avec le Château des Ombres. Moi, ça ne me gêne absolument pas. On a retrouvé ça aussi avec d'autres éléments du Château des Ombres pour être plus raccord. Les peintures rappellent évidemment celles du Château des Ombres vintage, en plus soignées. Château des Ombres vintage, il faut en parler. Il est sorti rapidement dans la gamme pour accompagner la première ou deuxième vague, je sais plus. Et en gros, Mattel a déjà surfé sur le succès des maîtres de l'univers. Et à cette époque, ils ont absolument voulu, rentabiliser la chose au maximum. Donc du coup, l'idée c'était de sortir le playset énorme. On va en parler aussi de l'histoire du playset, hein, bien entendu. Le Château des Ombres, Castle Grayskull en anglais. Et l'idée c'était de faire donc quelque chose de volumineux. Donc du coup, il faut de la matière, ça a un certain coût, mais de réfléchir à la chose de manière à ce que ça soit la plus rentable possible. Donc de limiter les coûts de production. C'est la raison pour laquelle souvent on va avoir des peintures dégueulasses sur la partie vintage, un coup de bombe comme ça. Puisque à l'époque, ils prenaient pas le temps d'avoir un employé, surtout c'était Mattel US, hein, c'était pas encore Made in China, Made in Taiwan. Les premiers Châteaux des Ombres, c'est du Made in USA. Du coup, ils voulaient pas prendre le temps de faire une belle peinture comme ici à l'aérosol ou autre chose. C'était un coup de bombe, chut, il fallait aller très vite. C'était pareil pour le verre, un coup de bombe, chut, il fallait aller très vite sur les lignes de production, afin de réduire les coûts tout simplement. Et ça a marché puisque à date, hein, j'ai pas les chiffres, j'ai essayé de les retrouver mais j'ai pas trouvé. Mais le Château des Ombres est connu comme étant un des jouets les plus rentables de l'histoire. Voilà. Donc ici, notre Château des Ombres, là j'en profite hein, pour faire des plans, il est vraiment super. La Mattel ont décidé de s'appliquer un peu plus, hein, effectivement, au niveau des peintures et tout ça, il y a des choses qui n'étaient pas sur l'ancien. Ce toit mansardé ici, là, il n'était pas peint sur l'ancien. Le petit donjon, là, la douve était différente, ouais, il y a plein de choses. J'aurais aimé ici avoir une porte, une véritable porte, comme dans le château classique. Malheureusement, ça restera une sculpture. On va retrouver la porte pont-levis avec les mêmes caractéristiques que le vintage, mais là, une fois encore, on a quand même un plastique différent en marron pour symboliser le bois qui constitue la porte, et des peintures pour les parties métalliques. Ça fait plaisir. Alors qu'avant, tout était taillé dans le même plastique. Voilà. Alors, au niveau des accessoires, on est quand même bien fourni. Moi, j'ai peut-être des éléments montés. On va retrouver
cette DCA, hein, l'anti-aérien, un canon anti-aérien, ouais. Hop. Le fameux trône emboîté. C'est les parties orange. On a donc je vais dire un trépied, mais non, il y a 4 pieds, donc je sais pas, un pied. Voilà. 2 éléments, comment dire, de sol. Alors moi, on voit encore de petites traces de poussière, pourtant j'ai nettoyé, mais ça ne se nettoie pas super bien en fait. J'ai nettoyé avec les brosses que je vous ai montrées il y a quelques temps, et on voit encore des traces. Donc faut être consciencieux quand on fait ça, et je le suis, mais pourtant pas suffisamment. Le deuxième, avec un trou énorme, puisqu'on va retrouver également le fameux élévateur, l'ascenseur si vous préférez. On a aussi 2 drapeaux hein, qui sont à l'intérieur. Là, je vous les montrerai en détail un peu après, mais contrairement aux drapeaux de l'époque, bon, il n'y en avait pas comme ça c'est des bannières, il n'y en avait pas. Elles sont en tissu, je comprends, hein, c'est du, je sais plus comment on appelle ça, synthétique, mais de très très bonne facture. Les couleurs imprimées dessus sont magnifiques. Et on a aussi ça, je vais en parler, parce que ça s'y avait pas. Allez, je suis parti. Voilà, on peut les agrafer ailleurs, en fait, ça se retire très facilement. Et on peut l'attacher, par exemple, sur une autre partie du château. Par exemple ici, hop. On installe, ça s'emboîte parfaitement. Et puis voilà, ça va retomber là. Allez, je le refais une dernière fois. Vraiment, c'est très bien pensé. Ça leur coûte pas grand chose à faire en fait. Donc c'est super. C'est sûr qu'ils auraient fait des économies en ne le faisant pas. Mais c'est vraiment un plus au château. Voilà. Alors donc on a ici les 2 sols. Les éléments orange. On va avoir une échelle qui est quand même beaucoup mieux que la vintage. Hein, puisqu'elle est beaucoup plus large. Elle peut vraiment accueillir des personnages vintage. Pardon, ouais, enfin des personnages de la gamme quoi. Vintage ou non. On a aussi un sac d'accessoires. Alors ici, on va avoir le drapeau, complètement différent, puisqu'en fait ici, il s'agit d'autocollants qui reposent sur un plastique. C'est plus petit qu'avant. Il y a beaucoup de vent là aujourd'hui. Et ça repose sur un pied, vraiment pas mal. Regardons ça de près. Alors, le fameux drapeau, qui me sert aussi de base d'ailleurs de temps en temps, vous pouvez le voir sur certaines de mes vidéos. J'en ai un taille réelle. Polyester, voilà, c'est le mot que je cherchais. À 2, comment dire, 2 versions. Donc la version yellow, on va dire ça, et une version rouge, et avec des épées un peu plus aux caractéristiques, un peu plus gothiques, je sais pas trop comment dire. Mais en gros, voilà, dans l'histoire du château, lorsque la faction qui est en possession du château le dirige en fait, elle met le drapeau, elle le met à ses couleurs en fait, tout simplement. Vous connaissez ça. On a vraiment bien modernisé ce design-là, et c'est pas plus mal. Ouais, c'est plutôt du bon travail. Hop, on va mettre ça. On va retrouver, ça porte un nom en anglais, je sais plus, le sanglier de combat. Là, ce coup-ci, ouais, on est vraiment. Ça se retire. De toute façon, je l'ai démonté facilement. J'ai pas eu besoin de rogner quoi que ce soit pour le mettre ou le retirer. Donc voilà, on va le faire tout de suite. Voilà, bon, j'ai pas autant de force que Iman, moi, mais c'est le même principe, le même concept que le vintage, sauf que là, bon, c'est plus cool quand même, hein, au niveau du design et tout ça, on est sur un truc en 3 dimensions, ça fait plaisir, avec plein de détails. Parce que là, on a une vraie tête de sanglier. Ah non, ça fait beau travail, beau travail. Et là, par contre, au niveau de la sculpture à côté, on est quand même quelque chose d'assez rustique. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, on est livré quelques accessoires. Beaucoup moins, il y en avait 9 dans le château de l'époque. Ici, il n'y en a plus que 4. Mais ce point-là peut les tenir. Alors, le glaive, pas trop. Mais par exemple, la hallebarde. Ah non, je pensais qu'il pouvait les tenir. Dans mes souvenirs, ça tenait. C'est tout. Ça tient rien du tout. Alors. Je me suis fourvoyé en direct. Bon, ah si, allez, ça peut maintenir un truc comme ça. Ils auraient dû le resserrer un peu plus pour faire un truc un peu plus fun.
Là, il veut perdre tout le temps. Hein. Bon, c'est pas mal tout ça. On a aussi un gun. Et c'est pas tout. Ici, on avait comment dire, une planche d'autocollant. Alors, ouais, c'est pas comme sur Eternia, tout est déjà posé. J'avais pas spécialement envie de racheter un Grayskull, même s'ils sont pas chers en ce moment, pour recommencer à faire l'unboxing. La figurine exclusive, la sorcière. On va regarder ça en détail aussi, hein, bien entendu. On passe tout en revue. Ok. On a une plaque en plastique orange qui nous servira de base pour l'élévateur. Et encore un sac avec du plastique brun en bois, donc. Un sac dans lequel on va retrouver ce nouvel accessoire, qui est un rack, encore une fois, un rack pour entreposer des armes. Donc on est dans le même type de plastique que le château lui-même, sauf que là c'est marron. On a plein de détails, de veines de bois et tout ça, ça représente un rapace. C'est plutôt bien fait. Après, ce qu'on peut mettre dedans, là, je l'ignore en fait. Hein. C'est un peu particulier comme délire, ils ne sont pas trop pris la tête pour... Bon, on peut poser des choses, hein, ça tient, évidemment. Mais il y a un côté boîte aux lettres aussi qui plaît beaucoup moins. Voilà. Le fameux rack, alors ce coup-ci, il est plus petit que le vintage qui était orange de mémoire. On retrouve à peu près la même chose avec des prises très solides là ce coup-ci. Alors on peut les glisser aussi facilement, voilà, ou les clipser, ça marche aussi en clipsant. Voilà. C'est pas mal. Jouet de bonne facture, là, encore une fois. Hein. Franchement, on est la même chose que sur le rack précédent. Beaucoup de détails, ça fait plaisir. C'est vide, par contre, plastique vide dans les deux cas. Bon, c'était pas nécessaire d'avoir quelque chose de beaucoup plus de plein, en fait. Ou alors, ce qui aurait été intelligent, peut-être sympa, c'est plutôt que d'avoir deux éléments différents, en faire qu'un seul, peut-être un peu plus grand, et le faire des deux côtés, en fait. Ça aurait été cool. Avec donc de quoi entreposer les armes des deux côtés. Ça aurait été peut-être le coup à jouer. Après, bon, hein, avec des scies, on ne fait que couper du bois. Enfin, on va avoir une autre plaque, hein, un plancher cette fois-ci. On voit vraiment encore mon problème. Attends, je l'ai nettoyé, hein, de poussière, des résidus de poussière qui restent incorporés dans le... Encore là, je suis sur une nouvelle... dans ma nouvelle demeure où il y a peu de poussière. Mais bon... Non, très bien. Et donc on peut mettre aussi notre drapeau ici. Voilà. Alors je pense qu'on a fait à peu près le tour des éléments principaux, ainsi que de la façade du Château des Ombres. Je vais reprendre de l'autre côté, en installant tout ça et en vous racontant quelques petites histoires de notre demeure préférée. Bon, alors avant d'attaquer quoi que ce soit, je vais faire encore une fois le tour du propriétaire. Donc, on va retrouver une seconde manière. Éléments décoratifs différents de la première en fait, hein. Je vais les présenter l'une à côté de l'autre. Elles se complètent, hein. On est dans le même délire, c'est-à-dire un volatile, je sais pas, plutôt ça a l'air assez quand même écailleux tout ça, hein. Donc un reptile volant, ou quoique non, il y a quand même des caractéristiques de mammifère, donc peut-être plus une choucroute, je sais pas du tout. Bon. Des créatures bizarres qui sont saisies d'une espèce d'orbe en forme d'œil. D'ailleurs, en fait, lui, ils ont même deux caractéristiques. On voit qu'il y en a une petite à côté, je sais pas trop. Je connais pas la sémantique de ces choses-là. Donc, je vais le placer là, cette deuxième. Hop. On peut le faire, on peut voir que c'est quand même assez facile, puisque là, je le fais à une main. Ouais, mes deux manières sont posées comme ça pour l'instant. Après, on verra. Hop. Allez, on a ici un tableau de contrôle qui est magnifique, hein, donc on a dû ajouter soi-même les autocollants, enfin l'autocollant principal du moins, qui représente une vue de l'espace en fait. Hein. Peut-être qu'ici c'est la planète Eternia, j'en ai une autre Eternia, je sais pas. Et en tous les cas, j'aime beaucoup les couleurs, ça fait très, c'est bien, c'est pile poil dans le thème, ça reprend un peu la charte graphique, les couleurs de l'illustration. De façade de la boîte, et on est très sur du maître de l'univers Origins en fait.
Voilà, pour ce tableau de contrôle qui est quand même assez imposant. C'est une pièce de plastique. On peut retirer, je crois d'ailleurs. Ouais. Je peux pas trop m'embêter là. Ouais, ça passe tout seul. Voilà. On peut la retirer facilement. On a l'impression qu'ici, à quelques endroits, il y avait de la place pour d'autres autocollants. Notamment ici, cette petit écran là. Et au final, ça ne s'est pas fait. Ici aussi, on a vraiment des... C'est vraiment là, vous pouvez le voir en direct. On croirait vraiment des emplacements pour mettre des autocollants, quoi. Donc ça se retire facilement d'une main, comme vous l'avez vu. Catergo qu'on emboîte dans des orifices ici. Orifice donc une forme hexagonale dans un cylindre en fait. Donc là, il suffit de retrouver le bon endroit. Hop, ouais, ça passe tout seul. Mais vraiment, c'est top. C'est très bien fait. Notre élévateur qui est ici, qui va fonctionner. Alors là, il est peut-être un peu rouillé là, mais je ne vais pas trop l'embêter pour l'instant, puisque je vais... Allez, on y va avec deux mains. Donc, de toute façon, il se démonte aussi. Sa coulisse, comme ça se clipse et ça coulisse. Allez, je ne vais pas tergiverser. On va le mettre en place. Là, oui, ça se retire. C'est parce que c'est pas les parties les plus faciles que je vais retirer. Mais là, je vais pas tailler dedans, je vais pas m'embêter. Je pourrais quand même, mais je vais pas le faire. On va se contenter de l'emboîter, et puis je me débrouillerai quand je voudrais le ressortir. Puisque, en fait, on peut pas remettre en boîte comme ça. Je ne peux pas remettre en boîte le château comme ça. On voit que c'est quand même assez bien costaud. Et il faut utiliser un petit tournevis, quelque chose pour faire levier et retirer ces deux parties-là. Ça se fait quand même. Ça va. Hop, allez, je vais le clipser devant vous. Alors, la gargouille ici, la chauve-souris, je ne sais pas trop. Elle est d'une très bonne facture, un plastique souple, plus petite que celle du vintage. Le câble, lui, est de meilleure qualité, hein, c'est vraiment un cordon en nylon, un peu plus solide. Et voilà. Donc là, il est bien positionné et ça fonctionne parfaitement. Alors voilà, c'est pour ça que j'avais un nœud ici. C'est pour ça que ça freine un peu. Donc je vais faire attention à ce que je fais. Et là, oui, ça fonctionne parfaitement. Alors, du coup, on va passer au premier plancher. Celui-ci, forcément. Et voilà, là c'est nickel. Donc, il y a des argots de chaque côté qui sont bien positionnés. Puis maintenant, voilà, c'est costaud. Et ça fonctionne parfaitement. J'ai l'impression que je vois encore de la poussière partout. Pourtant, bien sûr, le ménage a été fait. Hein. Ok, pour cette partie-là. La deuxième. Alors la deuxième, je ne l'ai pas montré, c'est celle qui... on va retrouver la fameuse trappe. Donc du coup, on sait qu'elle se met comme ceci, puisque la trappe étant à gauche. En fait, bon, cette poussière-là, on la voit nettement, je pense qu'il faut passer un coup d'éponge, un coup de lingette, pour l'avoir bien nickel, je pense. Donc, ouais, ça fait partie des petits problèmes. Mais lingette, qui dit lingette dit humidité, il faut faire attention avec les autocollants. En plus que moi les miens sont bien posés. Alors c'est vrai, ouais, j'aurais pu mettre parce que j'ai ce tapis là en taille réelle. Mais là on voit que c'est une très belle réédition du tapis. Parce qu'en fait tous les éléments dessinés de l'intérieur du Château des Ombres, c'était réalisé par Mark Taylor. Ça c'est officiel, par contre Mattel l'a vraiment confirmé. Et... il n'y a aucun doute là-dessus, parce qu'il y a quand même le Château des Ombres a ses légendes aussi bien, comment dire, dans le lore du dessin animé ou des BD que dans la conception de lui-même, hein, puisque tout le monde n'est pas d'accord, se contredit, voilà. Et Mark Taylor a prétendu pas mal de choses, défendu aussi par Rebecca Taylor, sa femme, qui a travaillé avec lui sur la gamme à l'époque. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec lui, notamment Roger Sweet,
notamment sur la paternité de Musclor et même des personnages principaux de la gamme. Hein, puisque officiellement Mattel reconnaît quand même Roger Sweet comme étant l'instigateur des principaux protagonistes. Et Mark Taylor, lui, dit que c'est lui. Voilà. Quoi qu'il arrive, on sait que Mark Taylor a eu des idées sur lesquelles Mattel s'est basé pour développer cette gamme. Par exemple, le Château des Ombres, lui-même, le sujet d'aujourd'hui. Donc on cherchait à développer une base, un playset, pour... comment dire, pour aller avec les jouets, hein, bien entendu. Hop, en même temps, je vous fais ça. Donc ici, il faut faire attention parce que là, il y a un ergot à respecter. Donc on peut voir. Hop. Voilà. Alors, ce que Mattel reconnaît comme étant officiel, c'est que l'idée du Château des Ombres vient de Don Bluth. Don Bluth étant l'écrivain qui a scénarisé, le scénariste des 4 premiers mini-comics. Voilà. Et donc ce serait lui qui aurait eu l'idée du Château des Ombres. Toutefois, il se serait basé sur des dessins, des prototypes, des dessins des années 70, 78 je crois, réalisés par Mark Taylor. Mais Mark Taylor n'a apporté ces preuves-là que longtemps après, et ces preuves ne sont pas retenues par Mattel en fait. Voilà, donc c'est du non officiel en gros. Mattel défend toujours Roger Sweet, en fait, qui était leur PDG à l'époque. Alors voyons un petit peu ça. Hop. Et ça fonctionne parfaitement, mieux que le vintage. Hein. On va essayer de regarder le mécanisme vu du bas. Je sais pas trop. Voilà, ça se passe comme ça. Et le mécanisme vu du bas, donc ça donne ça. C'est acrobatique aujourd'hui, MDU. Mais ça fonctionne vraiment parfaitement. Bravo. Mais aujourd'hui, en fait, dans la conception des jouets, c'est plus des modèles qui sont sculptés dans de la cire, tout ça, quoi. On est sur des conceptions informatiques. Du coup, voilà. Il n'y a plus du tout de modèles en cire. On passe vraiment sur des prototypes imprimés en 3 dimensions. Après, on va même imprimer on va imprimer les moules. Donc, tout est différent. Les conceptions de jouets de nos jours ne sont plus les mêmes qu'à l'époque. Ouais, j'ai négligé certains aspects au niveau du poussiérage, je m'en rends compte quand même. Alors, il y a quand même un manque. Donc ici aussi, hein, je pense que ça devait à l'époque recueillir un autocollant, mais ils se sont dit qu'il fallait ils ont dû se dire, pardon, d'imprimer une page d'autocollant en plus. Donc, du coup, non. Hop. Alors, on a quand même des trames, je dirais pas d'impression, mais il y a certaines traces en fait, hein, comme des stries. Alors c'est pas du tout imprimé en 3D, ça c'est du plastique moulé, mais ça laisse vraiment supposer, je le sais, que les moules, eux, peuvent être imprimés. Voilà. Bon. Il y a quand même des techniques aujourd'hui bien plus performantes qu'à l'époque dans l'industrie. On va conserver ceci, du coup, hop, le Dwell of Soul, encore une fois revu, amélioré. Pardon, j'essaie de faire le point. Du coup, c'est à peu près le même modèle que celui-là. Hein. Mais, comment dire, c'est tout nouveau, quoi, en fait. Et c'est une fois encore digitalisé. Avec donc cette créature ici, là, qui est en rose, ici énorme. Tiens, je les taillerai, vous vous rendez compte. Connu sous le nom de Lorlax aujourd'hui, puisqu'il est apparu dans le dessin animé produit par Netflix. Voilà. Révélation. Ok, alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions, vos questions au sujet du Château des Ombres, de mes explications. Hop, on va placer cette
cette plaque-là. Du coup, là, on va prendre un peu de hauteur, ça va ici. Et ça se met tout seul. Voilà. Et une fois encore, il y a un ergot à caler. C'est pas bien méchant, mais il faut le faire. Ça tombe pas sinon, mais ça aide à la stabilité du truc. Alors, voilà, par contre, j'ai besoin de mes deux mains. Voilà, hop. Voilà, là, c'est bon, c'est solide. Ok, ok, ok. Ici, on va retrouver deux parties, enfin des parties, comment dire. Moi, j'en perds mon éternien. Voilà, c'est tout. Mais allez, une image vaut 1000 mots. C'est pour donc placer notre étendard. Hop. Ici. Oula. Le canon possède la même caractéristique. Donc forcément, voilà, on le met ici, lui, facilement, puisque comme ça, il peut avoir, on peut placer très facilement un personnage derrière, et il y a même un petit quelque chose qui va permettre de faciliter le positionnement de ce personnage. Que nous reste-t-il? Donc vous voyez, hein, franchement, ça va vite. Ça peut se faire à une main. Il va nous rester ça. Bon, ça, c'est... il n'y a pas vraiment d'endroit où le mettre. Hein, c'est pas, on va pas se prendre la tête pour ça. C'est censé aller devant, quoi. Ces choses-là. La même chose, hein, on peut les... je n'irai pas les négliger, mais oui, ça se met un peu n'importe où. Hop. Ce qui est bien, c'est que dans un sens, il y a de la place pour d'autres armes, en fait. Voilà, le glaive, il va nous rester un gun. Alors voilà, un truc qui est super aussi, c'est qu'on a prévu un orifice dans le fusil, de manière à pouvoir le mettre ici. Donc lui, il a vraiment une place attitrée. Et ça, c'est au top. Je pense que s'il y avait réfléchi à des choses comme ça dans le jouet vintage, on aurait perdu moins d'accessoires. Parce que je le répète, hein, il y en avait 9. Et il y a notamment le tout petit pistolet, ou revolver, je ne sais pas trop. Bon, un pistolet laser, voilà, qui est perdu sur quasiment, pratiquement l'entièreté des sets qu'on retrouve. L'échelle aussi, une nouveauté, c'est qu'en fait, sur ce plancher-là, on va disposer de 2 ergots qui vont permettre d'accueillir la partie supérieure de l'échelle. Voilà, ça c'est quand même, c'est plutôt sympa. Ça permet vraiment bien de la stabiliser. Surtout sur un petit tapis comme ça, si vous avez un tapis de jeu, voilà, on est bien, là. Les personnages ils sont en sécurité, c'est important. On a la même caractéristique ici, donc sur le 2e étage, le promontoire. Et en plus, on va vraiment avoir aussi des ergots dans lesquels on peut vraiment insérer cette partie de l'échelle. Voilà, on est au top. Une fois encore, mettez vos jouets en sécurité, on ne le dira jamais assez. Voilà le revers de l'échelle, donc ouais, c'est propre, mais ici, ouais, c'est tout, c'est pas bien grave, hein, mais voilà, donc l'échelle a un sens, hein, parce que si on la met comme ça, évidemment, c'est moins chic. Voilà pour notre château. On est plutôt content, hein. Ok, alors il va nous rester la sorcière du château des ombres. Ok, mais avant, je vais vous montrer comment on referme ce set, parce que c'est un petit peu un des concepts principaux que recherchait Mattel avec ça. En plus, c'est un concept qui a été recyclé, hein, puisqu'ils ont piqué l'idée à Hasbro, qui l'avait déjà fait avec les jouets pour Star Wars, c'est-à-dire de renfermer sa collection dans une valise. Donc le château sert de playset, vraiment d'accessoires de jeu absolument formidable, et il est beau, il est bien décoré, aussi bien le vintage que la nouvelle mouture, mais il se referme pour y placer des personnages, le ranger et le transporter relativement facilement. Alors pour ce faire, il faut déjà, je crois qu'il faut descendre cet élévateur. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais l'idéal étant, comme le vintage, pour bloquer le bloc un étage, de le ficeler comme ceci. Voilà. On peut aussi utiliser l'histoire du côté grappin. Voilà, en plaçant ça comme ça, c'est sûr que ça ne bouge pas.
mais déjà faut prendre le temps de bien le mettre, hein, pas comme moi. Ça fait un arrêt entre deux étages, donc je trouve pas ça super sexy en fait. Je préfère vraiment le mettre comme je vous ai montré, et le tendre bien. Et là on peut placer un personnage sans qu'il tombe. Voilà. Donc retirer, alors ça du coup, non, comme je disais, il faut le descendre. Hop. Voilà. On peut placer ça derrière, hop, pour pas que ça gêne. Celui-ci ici, en fait on s'arrange un petit peu, il n'y a pas vraiment d'obligation. L'idée étant qu'il faut qu'aucun élément ne gêne la fermeture du château. Donc ça par exemple, je vais les mettre ailleurs. Ici par exemple, je pense qu'il ne gênera pas trop. On ne le voit pas. Alors, les fameux clips sur lesquels j'installe ces bannières sont facilement repérables en fait, puisqu'il y a des trous dans le parquet. Voilà, donc on peut voir assez facilement comment ça fonctionne. Je préfère le mettre ici, puisque là, en fait, ça gêne pas, hein, mais ça va plier le drapeau. Voilà. Du coup, hop, on va prendre un peu de recul. Alors là, ces parties-là, je les laisse ici, mais on peut également, comment dire, on peut également les retirer et les mettre à l'intérieur. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Ce sont d'autres fermetures, d'autres types de fermetures, bien plus efficaces et agréables à manipuler que celle du château de l'ancien en fait. On est vraiment pas mal. Après, bon, j'aurais préféré que ça se passe dans l'autre sens, par-dessus, que par-dessous, mais bon, c'est vraiment un détail, ça. Du coup, voilà, on a notre valise et on peut transporter nos jouets. En plus, c'est léger, c'est beau, c'est solide. Merci Mattel, on est sur un playset parfait. Voilà. Très très belle réussite. Non, franchement, je suis très content. Il y a une chose qu'on n'a pas essayé encore, c'est cette fameuse porte. Alors, l'idée c'était en fait lorsque nos protagonistes réunissaient leurs deux moitiés de l'épée, ils pouvaient accéder au pouvoir du château des ombres en pénétrant à l'intérieur, en utilisant donc l'épée comme une clé. Voilà. Et c'est toujours le cas. Le mécanisme fonctionnant particulièrement bien, encore une fois. Il faudrait quelqu'un pour allumer la lumière, hein, mais... Voilà, voilà. Et ça se referme tout aussi facilement. Alors, petit cours de cladistique systématique, en fait, hein, la phylogénie. Ici, ça c'est un truc qui m'agace, c'est tout le monde en parle, tout le monde en a parlé, c'est pourquoi on va avoir un nombre impair dedans. Donc on a deux canines, c'est aussi des canines, ce sont plutôt des incisives, enfin bon bref. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, 6, 7. Donc en fait on est sur un nombre impair de dents. Le château, en fait, il faut savoir dans le lore, hein, c'est le crâne d'un géant, un peu la Titus ou la Negator qui se serait fait dessouder et dans lequel qu'on aurait utilisé en fait comme pièce de château. Voilà. Et je vous raconte un petit peu, j'ai pris des notes parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé là-dedans. Donc c'est vrai que je ne me suis jamais présenté sur une vidéo. Mais voilà, Antoine Lacroix, journaliste scientifique spécialisé dans le domaine de la paléontologie. J'ai travaillé pour différents magazines en tant que pigiste, que rédacteur en chef. Et je suis également l'auteur de plusieurs romans dont je vais vous parler. Toujours utile qu'en fait, voilà, un arbre généalogique, je pense que tout le monde sait ce que c'est, retracer les origines de ses ancêtres. En science, on va avoir aussi ce qu'on appelle une cladistique. Une cladistique, c'est pareil, c'est un arbre pas généalogique, mais c'est un arbre sur lequel les branches vont être des espèces ou des genres, voire même des groupes d'animaux actuels ou disparus, hein, peu importe. Voilà.
Les mammifères, dont nous faisons partie, ne font pas exception. Voilà, nous sommes une branche d'un arbre cladistique. Cette science s'appelle la phylogénétique, ou la phylogénie, et on appelle aussi le terme phylogénétique systématique l'ensemble de toutes les clades, en fait. Voilà, puisque on en revient justement à l'approche, enfin, les scientifiques, dans le rêve le plus fou, veulent remonter au point zéro, en fait, à l'apparition de la vie sur Terre, en remontant l'entièreté de la phylogénie actuelle, quoi. Bon, c'est pas encore le cas, on est très 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 loin. On a des idées, bref. Les mammifères sont apparus au Trias. Le Trias étant une époque de l'ère mésozoïque, l'ère des dinosaures, l'ère secondaire en fait. Ça date de le Trias, c'est bon, peu importe, mais en gros les mammifères sont apparus il y a à peu près 200 à 250 millions d'années. Voilà. Les mammifères descendent, eux, d'un groupe qu'on appelle les amniotes, ou amniotes si vous préférez. Ce sont ceux, en fait, qui ont développé un sac amniotique. Je vais avoir un exemple ici. Hop. Le sac amniotique étant celui, donc il est surtout chez la femme, dans lequel se développent les embryons. Voilà. Ça peut être aussi, on va retrouver un sac, si je ne me trompe pas, je ne suis pas du tout sûr, en plus c'est pas ma spécialité, mais on peut retrouver des sacs amniotiques dans des œufs, il me semble. À vérifier, je suis pas sûr de cette information. Bref, les amniotes, c'est le Carbonifère, on est sur 340 millions d'années, donc c'est bien plus vieux que les mammifères. Avant les amniotes, on avait encore, il y a pas mal de choses, je prends beaucoup de raccourcis, mais c'est important de les signifier. On a, bref, les tétrapodes. Les tétrapodes, en fait, ce sont ceux qui ont développé des membres avec des doigts. Attention, je ne parle pas c'est pas n'importe quel membre appendicuaire, puisqu'on va avoir beaucoup de mammifères marins, même des poissons, qui ont des membres appendiculaires mais qui n'ont pas de doigts. Donc là, on parle bien des tétrapodes, de ceux qui ont des doigts. Donc, moi, Antoine Lacroix, l'écrivain dont vous allez acheter le livre très prochainement, je suis un mammifère, un amniote, un tétrapode. Voilà. Tétrapode, on est au Dévonien, donc c'est le Paléozoïque, c'est encore avant le Mésozoïque, c'est l'ère primaire, c'est 360 millions d'années. Avant l'été, parce que j'ai pas fini, attention. Avant, et vous allez voir où je veux en venir en fait. Avant les tétrapodes, on est sur les chordés. Alors les chordés, eux, c'est le Cambrien. C'est au début de l'ère paléozoïque. 350 millions d'années. Leur caractéristique principale, c'est le fait que leur corps s'est développé sur un axe rigide. Alors l'exemple est parfait pour les vertébrés, la colonne vertébrale, mais il n'y a pas que les vertébrés, les chordés ont encore beaucoup d'autres exemples. Avant les chordés, voilà, on arrive tout de suite, où je voulais en venir. On a une clade, en fait, on remonte jusqu'à ce qu'on appelle les bilatériens. Les bilatériens, on est au précambrien. Donc là, on n'est même plus dans le paléozoïque, on est encore 600 millions d'années avant notre ère. Et leur caractéristique principale, c'est en fait qu'ils se sont développés sur un axe symétrique. On appelle ça la symétrie bilatérale. Et on parle d'une symétrie parfaite. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Là, ce n'est pas le cas. Ce qui voudrait dire que ce crâne n'appartient pas, si toutefois il est exact, il y a deux cas de figure. Le premier, c'est qu'il n'appartient pas à un bilatéralien. Donc il n'est ni un chordé, ni un tétrapode, ni un amniote, ni même un mammifère. Alors il y a toujours des concordances évolutives, c'est sûr, qui expliqueraient pourquoi il a toutes les caractéristiques d'un vertébré, mais qui n'en est pas un. On n'y croit pas trop. Ce serait vraiment des concordances comme ça va beaucoup, beaucoup trop loin. Voilà. D'autant plus qu'il y a quand même des traces de symétrie assez évidentes dans le restant de ce crâne. Ok, je continue. L'autre, et l'hypothèse selon moi la plus possible, ce serait comment on appelle ça? Une anomalie génétique, tout simplement.
Voilà un peu mon point de vue sur ce problème de denture évident que présente le château Origins. Ça me gêne un petit peu, moi, pourquoi lui avoir voulu lui faire cette particularité. Ça me gêne un peu. Bref, alors, donc, si vous appréciez mon histoire, qui est très mal racontée, je suis notamment l'auteur de Mésodome, paru aux éditions des Presses du Midi, c'est quand même un gros éditeur dans le sud de la France, et j'ai été félicité par beaucoup de paléontologues pour mes écrits. Donc je ne vais pas en parler plus que ça, c'est pas vraiment l'objet de l'histoire, mais vous pouvez mettre pause et puis vous amuser à lire ça, ou vous retrouvez très facilement tout ça sur Google. Pour ceux qui aiment la littérature, je suis quand même très inspiré par Jules Verne. Et puis il s'agit du premier roman, ça je le défends, il faut que je le dise absolument, dans lequel toutes les créatures sont écrites de manière scientifiquement valide. Les auteurs comme Arthur Conan Doyle, 1912, Le Monde Perdu, a pu s'imaginer ces dinosaures. On n'en savait pas suffisamment à l'époque. Crichton, lui, pour Jurassic Park, a pris des libertés artistiques assez controversées, en fait, dans le milieu. Allez, assez parlé de dinosaures, même si j'ai toujours le plaisir de voir de temps en temps des dinosaures sur Eternia, qui pourrait être aussi un exemple de concordance évolutive, parce qu'on a des humains et des dinosaures, d'autres mammifères d'ailleurs, sur d'autres créatures, d'autres poissons, d'autres sur Eternia, ou alors il y a eu des échanges interespèces qui ont été faits entre les deux planètes. C'est possible aussi. Ok. Ici, donc elle n'est pas dans un blister, on va avoir notre fameuse sorcière. On a aussi un guide, j'aurais pu le montrer avant, qui est un guide d'installation du château. Plutôt pas mal d'ailleurs, en fait, plus réussi. Ça reprend un petit peu, ça rappelle le château vintage, mais en gros, tout ce que je vous ai expliqué, j'ai rien inventé. Je l'aurais trouvé tout seul en même temps, mais c'était écrit là. Je ne sais même pas si je l'ai consulté à l'époque, j'ai dû l'ouvrir pour regarder. Et puis on a des personnages aussi ici qui sont représentés en gris. Donc Skeletor, Musclor, Tila, la sorcière. On voit aussi l'élévateur. Toutes nos armes qu'on peut placer à différents endroits. Et puis voilà aussi le contenant. Donc tout est là, moi j'ai rien perdu, je suis content. Dans le contenant, on a même la planche de stickers. Prenne ça au sérieux. Et je le remets, je conserve tout, moi, j'archive. J'aime ça. Et je suis pas le seul d'ailleurs. Notre figurine exclusive, cette sorcière. Allez, on va regarder ça en très gros plan, comme j'aime le faire. Et une fois encore, elle a un visage absolument magnifique. Alors c'est peut-être le même sculpteur que She-Ra, puisqu'on va retrouver un petit peu ce côté babyface en fait. Je sais pas trop comment dire, mais elle est belle. Et regardez-moi encore ce travail de peinture. Alors c'est des décals, hein, bien entendu. Des yeux bleus, mais on se perd dedans. Le rouge à lèvres, ce gloss. Et un détail vraiment à peine perceptible, c'est qu'il y a une espèce aussi d'effet fard à paupières sur le haut des joues. Je ne sais pas si on le perçoit bien là, mais elle est vraiment toute belle. On a aussi des yeux, un corps, et plutôt bien agencé, encore une fois. Ça répond aux caractéristiques des Origins. Bon, je crois que je ne l'ai jamais fait sur ce personnage-là. Voilà, je ne vais rien abîmer, mais donc les bras interchangeables, la tête aussi. Allez, hop, on va regarder. Alors la tête, c'était pas une obligation puisque cette tête-là, hop, elle ne va. Pardon, c'est assez dur. Je sais, je l'ai déjà fait. Hein, on voit d'ailleurs, je n'ai pas forcé, mais on voit que c'est vraiment le même truc. Même si là c'est mou. Cette tête-là, on peut la mettre nulle part ailleurs en fait. Donc à cause de cette partie arrière. Du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt de la retirer. La taille également. Allez, il est neuf ou quoi celui-là. Hop.
Oui, en fait, il doit être neuf, ça, j'ai pas beaucoup touché. On peut en profiter pour regarder les détails de l'arrière, les articulations, les genoux. Donc, avec beaucoup de gens se sont plaints un petit peu que c'était pas très élégant et du coup, il y a des V2 également pour la sorcière du Château des Ombres avec des genoux un peu plus fins. Bon, c'est tout, je vais pas tout racheter. Il y a aussi des gens qui se sont amusés à les changer. En fait, on peut changer les jambes en chauffant un peu le plastique. Ça se retire assez facilement, plus facilement que les personnages masculins. Les bottes également. Hop. Ont les mêmes articulations que chez les autres Motu. Hop. Que chez les autres Origins, pardon. Voilà. Et les poignets aussi. Allez, hop. J'aime pas trop retirer ces trucs-là en plus. Voilà. Et voilà, super. Non, franchement, magnifique. Elle est accompagnée d'un sceptre, encore une fois, qui... Alors là, j'étais bluffé, il ressemble vraiment beaucoup au sceptre vintage. Hein. On va prendre le temps de le regarder. En détail. Si ce n'est qu'il est un peu plus épais. Voici le sceptre vintage. Je ne fais pas souvent des comparaisons, profitez-en. On peut voir qu'en fait, le vintage n'avait pas grand-chose à... Il n'y a pas vraiment de quoi être jaloux. Hein. Il y a cette particularité en plus sur le vintage et je n'ai jamais trouvé à quoi ça pouvait servir. Si vous avez des infos à ce sujet, je vous prie de mettre un commentaire dans la vidéo. La raison pour laquelle je voulais faire une comparaison avec la figurine ancienne de la sorcière, c'est pour le mécanisme. Voilà. On va regarder ça tout de suite, puisque donc celle-ci aussi a un mécanisme qui est très différent. En fait, il est manuel. Vous voyez, il n'y a pas de ressort, il n'y a pas de... Sur les ailes qui sont translucides, elles sont très belles. Hein. Hop, un petit coup de gros plan. Les plumes. Alors du coup, c'est un mammifère ou pas, hein? Bonne question. Je vous laisse répondre en commentaire. Attention, je serai très intransigeant sur vos réponses. Au top. Hop, on va comparer un petit peu le travail à l'ancienne. Ça, j'avoue, c'était pas ce qui est le plus élégant. On aurait pu se contenter de le mettre sur le revers, par exemple. Là, je voulais en venir. C'est ça. Sur l'ancienne, on pouvait vraiment avoir ce mécanisme qui fonctionne très bien. Ça cafouille de temps en temps, on va le refaire. Je suis très content de la sorcière, hein. Pourtant c'était pas fait partie des derniers personnages que j'ai acheté dans la gamme vintage. Parce que j'en étais pas fan, je trouvais que ça faisait un peu jouer de fille. Mais alors, elle est pourtant vraiment magnifique. Décidément, il n'y en a qu'un qui... Alors je sais pas trop comment ça fonctionne dedans, hein, mais ça fonctionne très bien, ça s'enraye pas, ça tourne. Elle est très belle aussi la mienne. On peut voir sur quelques modèles, je connais même quelqu'un, en nettoyant, ça s'est retiré, le décal il s'est retiré. Alors attention. Voilà, donc on a une figurine avec le mécanisme un peu plus léger. Pourtant on a quand même une belle amélioration de certaines choses, hein, le visage, le corps, amélioration, je sais pas, c'est un design différent. Un peu moins féminin, c'est vrai que la vintage est un peu plus pulpeuse. Allez, hop, je mets les accessoires vintage de côté, quoique alors à l'ancienne, on pouvait glisser ça très facilement, ou presque, dans sa main. Attention de rien casser.
C'est pas faisable avec la nouvelle. Ça rentrerait pas. Ça se ressemble beaucoup, mais voilà, on peut pas donner ça comme accessoire du jouet vintage. Donc elle, on lui clipse dans la main, il n'y a pas de souci. Hop, on lui ouvre bien grand les ailes, et puis on va la placer là-haut, en plaçant vraiment son... Si on y arrive toutefois, avec une seule unique main. Alors j'ai pas mis la plus élégante des façons, mais mais voilà, on se comprend. On va en placer d'autres. Hein. Allez, Zodac dans le fauteuil, ça n'a rien à faire là. Pareil, donc le fauteuil en détail, il va avoir la même chose. Donc on peut vraiment caler son personnage. Ça c'est pas mal. Hein. On va vraiment pouvoir venir caler le personnage de manière à ce qu'il ne bouge pas dans le fauteuil. Souvenez-vous ce que j'ai dit sur la vidéo de Zodac. Ça serait vraiment bien qu'il se fasse un petit plateau, de manière à on puisse clipser ce fauteuil-là et lui faire un siège de l'espace, comme dans le dessin animé en fait. Et pépère. Hop, un personnage que j'aime bien mettre ici, moi, c'est Roboto. J'aime bien puisque il y a les bonnes couleurs qui vont avec. Voilà, le Roboto de l'espace. Parce qu'il faut quand même se souvenir que dans... Pardon, vous voyez, j'ai fait que 2 tours ici, ça passe pas bien. Donc. Dans le dessin animé, oui, il vient vraiment de l'espace. Roboto étant un extraterrestre. Cybernétique. Quel scénario bizarre quand on y pense. Faut mieux lire les BD. Ah mais j'aime bien, franchement je trouve que ça va bien avec les couleurs qui sont avec. On est vraiment sur un bel assortiment. Et que serait le Château des Ombres sans son défenseur principal, Musclor. Hop. Allez, on va lui mettre son épée. Je pense avoir fait le tour. Dites-le moi si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas invité Skeletor à la fête, hein, vous me pardonnerez. Voilà pour le Château des Ombres. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude, mais elle le méritait. Et on se dit à très vite, puisque là il me reste 2 figurines à présenter dans la vague 3, Battle Armor He-Man et Battle Armor Skeletor.